Chapitre 5 Phalaenopsis pantherina. Quand Clara émergea de sa nuit difficile, le soleil était déjà haut et la plante, posée sur la table, baignait dans un rai de lumière vive. La belle orchidée semblait déjà un peu brûlée par la lumière, et Clara voulut tâter la terre du pot pour savoir s'il fallait arroser. Mais il n'y avait pas de terre. Le pot était rempli de grossiers morceaux d'écorce secs, et des bouts de racines vertes, toutes tordues, en sortaient. La plante avait-elle besoin d'eau ? Clara s'agaça de n'avoir aucune idée de la réponse à cette question. Elle n'était pas très réveillée et surtout ne connaissait pas grand-chose au monde des orchidées. La brume du sommeil se dissipant, les événements de la veille commencèrent à affluer à toute vitesse à sa conscience, la faisant grimacer. Elle se revoyait tournoyer dans la serre, tout abandonnée à son ivresse, et s'en voulait terriblement de l'avoir fait. La honte revenait. Elle s'en voulait d'avoir enlevé ses chaussures, de s'être laissée surprendre, de s'être ainsi montrée si légère et futile aux yeux de Madame Violette. Et voilà que maintenant, la plante montrait des signes de dépérissement. Clara avait la gueule de bois sans avoir bu. Une gueule de bois de l'esprit, où des événements insignifiants en apparence remontaient à sa conscience comme autant de verres d'alcool pas digérés. Tout cela, et aussi la nuit qu'elle avait passée, malade à apaiser sa crise de foie, faisait beaucoup. Clara, qui ne se considérait pas comme une jeune femme fragile et émotive, ne comprenait pas très bien ce qui lui arrivait. Le voyage a dû me fatiguer, pensa-t-elle. En décidant de tirer un trait sur l'ensemble de ses considérations et de commencer ses expériences de biologie, activités habituelles dans lesquelles elle excellait. Avant cela, un petit café eût été le bienvenu, si tant est que l'on trouvait du café dans un ancien temple enfoui au fond d'une vallée perdue du Vietnam. Un fond de nostalgie étreignit son cœur déjà bien éprouvé. Elle bâilla largement, s'habilla, en rêvant à la tasse de café qu'elle ne boirait pas, attisant ainsi avec un certain plaisir inconscient sa frustration. Elle prit son petit cartable et décida de commencer par répertorier les plantes de la serre, non sans être passée à tout hasard du côté de la cuisine. Elle reconnut la deuxième femme qu'elle avait rencontrée la veille, occupée à égoutter une quantité impressionnante de riz qui dégageait une symphonie d'odeurs épicées. Un grand sourire l'accueillit, et elle se risqua à demander « Savez-vous s'il est possible de boire un petit café ici ?»« Is that possible to drink coffee, please ?» Ah, il fallait le tenter, pensa Clara, toujours prête à croire aux choses les plus improbables. Peut-être cette femme lit-elle sur les lèvres, songea-t-elle, en attendant patiemment une réaction de la cuisinière. Les sourcils en l'air et le sourire enjôleur. Ce fut le cas, car la femme se mit à rire de bon cœur, tout en versant de l'eau bouillante sur un genre de petite tasse en aluminium. Elle semblait heureuse d'avoir deviné le désir de Clara. Se retournant, elle saisit un plateau déjà tout préparé, où étaient joliment disposées une serviette colorée, des toasts et une petite fleur sans tige flottant dans une coupelle d'eau. Elle désigna enfin un haut tabouret de bar, et Clara comprit qu'elle pouvait prendre là son petit déjeuner. Ce café était tellement inattendu que Clara le dégusta comme s'il s'agissait du plus pur des arabicas, servi dans le plus grand palace de Paris. Il avait un petit goût étrange, un peu chocolaté. Le sourire de la femme, et surtout qu'on lui ait préparé un petit plateau d'avance, juste pour elle, touchèrent profondément Clara. Les petites attentions, ces manifestations d'amour toutes simples au quotidien, n'étaient pas dans ses habitudes. Non qu'elle ne les appréciait pas. Qui résiste à l'amour ? Mais simplement elle ne savait pas faire. Ne l'ayant jamais appris, elle n'avait d'attention ni vraiment pour elle-même, ni vraiment pour les autres. Alors, sa vie était souvent rêche, comme un tissu grossier. Mais ici, tout paraissait différent. Le tissu était fin et doux, comme une soierie précieuse. Ici, il y avait eu sa chambre, si délicatement préparée, et puis maintenant,
ce plateau et ce petit café. La jeune Vietnamienne regardait Clara avec tendresse, sans jugement, aucun, pour sa tête à moitié réveillée et ses besoins d'occidentale qui auraient pu paraître déplacés. Cet endroit était vraiment un lieu d'amour, quand l'amour ne se résume pas à quelques rares grandes déclarations, mais se construit par 1000 petits actes quotidiens. Et cette ambiance, comme un thé très fin, commençait doucement à infuser dans l'âme de Clara. La jeune femme passa la matinée dans la serre à repérer les différentes espèces d'orchidées qu'elle devait étudier. Son protocole de recherche avait été soigneusement mis au point avant son départ par le laboratoire. Les prélèvements effectués, elle devait se rendre une fois par semaine en ville, à 1 heure de bus, pour rejoindre un laboratoire partenaire doté des appareils sophistiqués nécessaires à ses expériences. Elle fit connaissance par téléphone avec son collaborateur sur place. Celui-ci parlait anglais et lui dit l'attendre dès le lendemain avec ses premiers extraits de fleurs. Il ne fallait pas perdre de temps et s'immerger ainsi dans le travail, se laisser envahir par les problèmes extérieurs, lui fit somme toute du bien. Clara passa ainsi le reste de la journée à son travail, si absorbée par le monde extérieur que les remous de sa vie intérieure, ses peurs, sa honte et ses doutes, passèrent au second plan, lui donnant l'illusion d'avoir retrouvé la paix. Cette paix était toute relative, car lors du dîner, Clara eut l'honneur d'être placée à la table de Madame Violette, qui recevait ce jour-là des clients européens. Tandis qu'elle racontait l'histoire de la serre et de ses occupantes, Clara se remémorait les rencontres qu'elle avait faites depuis son arrivée, et son esprit revenait à l'autre but de son voyage, à ce désir de rencontrer un ordre initiatique féminin et de découvrir un secret. Elle profita d'une phrase de Madame Violette pour se mêler à la conversation. « Vous avez dit que c'était une voie ici que de s'occuper des plantes. Comment cela se passe-t-il en fait ?» demanda-t-elle d'un air un peu naïf. Madame Violette répondit. Dans le dialogue qui s'instaure entre la personne et la plante, se préfigure un autre dialogue entre cette personne et son intériorité. C'est un miroir, si vous voulez. Clara, qui n'y comprenait rien, mais qui avait en tête des clichés animistes, renchérit, tellement fière de paraître intelligente. « Ah oui, vous faites parler les plantes, un peu comme le chaman fait parler l'esprit de la forêt, » dit-il d'un air entendu. Madame Violette eut un tendre sourire. « Oh non, tout cela est beaucoup plus ordinaire. La plante qui vous a été confiée est aussi un miroir pour vous. Faites parler ce miroir, interrogez votre plante, et elle vous expliquera cela bien mieux que moi. Elle vous le fera sentir. » Le bruit des couverts que l'on débarrassait tombait à pic, comme un prétexte pour mettre fin à la conversation. Car Clara se sentait soudain doublement honteuse. Le ton de son intervention était trop léger et déplacé, et elle se reprochait de s'être si peu intéressée au cadeau qu'elle avait reçu. Car, de cette magnifique orchidée qui lui avait été confiée, qu'avait-elle fait? Elle ne s'en était pas vraiment occupée, la plante l'avait même agacée le matin même. Encore un truc de plus à gérer, avait-elle pensé en apercevant le pot, et son espèce de grande tige flanquée d'une fleur. Mais derrière la tentation de sombrer dans la honte, pointa un brin d'excitation. Faire parler une plante. Voilà qui allait peut-être la mettre au cœur de ce qu'elle se figurait être l'initiation, la voie, l'ésotérisme dont elle rêvait. Un mélange de peur et de délire très New Age se mêlait en elle à la rationalité. Bien sûr, il est impossible que ma plante me parle, mais si c'était vrai, espérait Clara. D'une façon si trouble et ambiguë qu'elle résumait bien un aspect de sa personnalité, une âme enfantine, toujours prête à s'émerveiller de tout. Pourtant, à peu près bien partie, la soirée avait fini par mettre Clara sur les nerfs. De retour dans sa chambre, elle s'assit face au fragile végétal
et formula intérieurement sa question. « Alors, plante, qu'as-tu à me dire ?» Elle tentait maintenant d'écouter. Mais écouter quoi? Elle se sentait complètement ridicule. Mais comme personne ne pouvait la voir, elle se risqua néanmoins à reformuler secrètement sa question. Il ne se passait rien. Ou plutôt, si. Elle sentait affluer tous les arguments de son intelligence, lui prouvant qu'elle était en plein délire et que tout cela était complètement absurde. Elle avait envie d'abandonner, mais elle avait aussi envie de comprendre ce qu'elle ne comprenait pas. Alors, elle tenta quelques petites expériences surgies de son imagination. Elle regarda fixement la plante durant 30 secondes, approcha son nez de la fleur pour essayer d'en sentir le parfum qui s'avérait inexistant. Elle osa même, avec grande honte, inventer les gestes sacrés d'un chaman imaginaire pour toucher respectueusement la plante. Mais il ne se passait strictement rien. Et finalement, ce fut l'agacement qui prit le dessus. Elle en voulut à Madame Violette. Pourquoi celle-ci lui avait-elle dit de faire parler la plante? Se serait-elle moquée d'elle, de ses questions bébêtes, de son ignorance? Mais qu'est-ce que tout cela voulait dire? Était-on en train de lui cacher quelque chose? De lui cacher ce fameux secret si bien gardé? Clara sentait monter en elle un début de colère qu'elle arrêta net quand elle perçut sa pulsion de jeter le pot par la fenêtre. Alors, en désespoir de cause, elle essaya au moins de reconnaître la plante, de reconnaître de quelle variété il s'agissait. Elle s'aida de son livre sur les orchidées et crut identifier un Phalaenopsis pantherina. Comme elle disait, l'émerveillement la reprit. Les caractéristiques des orchidées étaient passionnantes. Certaines, par exemple, étaient épiphytes, vivant en l'air, accrochées aux arbres, affranchies de la terre. D'autres arboraient des formes et des couleurs fantastiques, quasi excentriques, qui créaient un lien exclusif entre la plante et son insecte pollinisateur. Sentir l'ingéniosité des stratégies de reproduction développées tout au long de l'évolution lui suscitait un vif plaisir. Elle aimait assister ainsi au spectacle d'une vie qui avançait depuis des millions d'années. Et les exemples de coévolution entre une espèce d'orchidée et un insecte particulier la fascinaient. C'est ainsi que les formes et les couleurs si étonnantes de certains spécimens semblaient issus du monde animal, comme par mimétisme. Clara lut tout le livre sur les orchidées, mais dut se rendre à l'évidence. Elle ne savait pas parler le langage des plantes, et elle n'avait rien compris à celle qu'on lui avait confiée. Pour le moins, sa lecture lui avait permis de comprendre les besoins de sa plante en eau, en humidité ambiante et en lumière. Et ainsi, pourrait-elle désormais s'en occuper à peu près correctement. Le lendemain, elle fut soulagée d'apprendre qu'il existait une connexion Internet dans le centre et qu'elle pouvait y avoir accès tous les jours si elle le souhaitait. Il lui vient l'idée d'écrire un mail à Jacques, le médecin lyonnais rencontré avant son départ et qui connaissait si bien la vie spirituelle. Peut-être pourrait-il, lui, l'aider à comprendre ce qu'elle avait à faire. Son message fut sobre. « Bonjour Jacques, je suis bien arrivée à la serre aux orchidées et j'ai commencé mon travail. J'ai besoin de votre aide pour comprendre un aspect qui semble important, le dialogue avec les plantes. J'ai reçu une magnifique orchidée et il semble que la première étape soit de la faire parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment fait-on parler une plante? Merci de votre aide, Clara. » Il fallait maintenant attendre la réponse. Clara passa sa matinée dans la serre. On l'avait installée pas très loin de l'entrée, sur une grande table qu'elle partageait avec deux autres femmes qui travaillaient délicatement sur de minuscules plantules avec de très petites pinces. Elle reconnut la jeune femme sourde et muette qui était venue la chercher à la gare. Chercha à communiquer, mais ne parvint qu'à répondre à son sourire. Cependant, la côtoyer une matinée entière allait de nouveau produire en elle
un effet auquel elle ne s'attendait pas. L'attirance presque magnétique qu'exerçait sur elle sa voisine l'empêchait de se concentrer sur son propre travail. Clara gardait toujours un œil sur la jeune femme, dont la simple présence devenait agissante. Elle se comparait sans cesse à elle, alors que la jeune Vietnamienne travaillait dans un rythme calme et apaisant, d'une douceur et d'une humeur égale envers les plantes. Clara ne cessait, elle, de s'agacer. D'un côté de la table régnait l'ordre et la paix, mais de son côté à elle, l'agitation se voyait et s'entendait. Elle fit tomber une pince, brisa une éprouvette, répandit sur le sol toutes ses feuilles de notes, qui, bien entendu, se mélangèrent, et qu'il fallut passer du temps à reclasser. Elle râlait dedans, fronçait les sourcils dehors. De temps en temps, sa jeune voisine se tournait vers elle et lui adressait un sourire qu'elle essayait vainement de rendre. Mais le sien était crispé de tous ces ennuis dont elle n'était pas fière. Il lui semblait que la présence de cette femme, qui réussissait l'exploit de garder et son calme et son sourire tout au long de la matinée, démultipliait ses propres maladresses. En fait, Clara expérimentait l'effet d'une toute nouvelle ambiance. Vivre dans l'ordre fait apparaître sans concession le désordre. Une nouvelle fois, elle se voyait si gauche, avec toutes les petites imperfections de la vie quotidienne qui font la trame d'une journée. En général, celles-ci sont masquées dans la vie courante, et on arrive assez bien à les ignorer, tant le bruit, l'agitation et la trépidation de la vie occidentale moderne les occultent. Mais là, comme déjà dans le bus qui l'avait conduite ici, Clara se voyait agitée, énervée, ni douce, ni tendre avec les plantes de ses expériences. Elle se voyait d'autant mieux que tout autour d'elle reflétait l'ordre et la perfection. Elle était, comme souvent, le vilain petit canard essayant de nager frénétiquement dans le sillage des grands cygnes blancs. Plus elle se voyait gauche, plus elle essayait de se contrôler, de ralentir ses gestes, de s'appliquer. Et plus au bout d'un moment, l'agacement porté à son comble lui faisait casser quelque chose. Chaque jugement sur sa propre maladresse ne faisait en fait qu'empirer la situation. Cela lui rappelait ce sobriquet dont sa mère la qualifiait quand elle était petite. « Tu es un éléphant dans un magasin de porcelaine, ma fille. » Oui, elle était un éléphant dans un monde diaphane de lianes blanches et souples, de fleurs assez aériennes pour s'affranchir du sol d'où elle était née, de femmes célestes s'occupant de fleurs célestes. Et cela, elle ne le supportait pas. L'après-midi, descendre en ville ne fut pas plus confortable et lui fit même l'effet d'une douche froide. La comparaison des deux modes de vie et des deux mondes était terrible. La première rencontre avec son collègue américain n'augura rien de très paisible. Celui-ci vivait dans un rythme infernal, travaillait dans son laboratoire jusqu'à très tard dans la soirée, vu qu'il n'avait rien de spécial à faire chez lui. Il commença par mettre une pression énorme sur Clara, lui rappelant les délais, l'argent investi sur le projet, les risques que la concurrence trouve plus vite qu'eux, et que la prime leur passe sous le nez. À 18h, il mangeait des pizzas devant son ordinateur, tout en regardant les cours de la bourse pour gérer ses actions. Il la prévint qu'il était incapable de réparer le moindre matériel, qui n'arrêtait d'ailleurs pas de tomber en panne, et qu'il comptait sur elle pour faire également office de technicienne informatique. Il y avait un tel contraste entre l'ambiance qui régnait à la serre des Orchidées et celle du laboratoire en ville. Ordre d'un côté et non-sens de l'autre. Ici, dans le monde de l'agitation et du bruit, on courait pour rien, on cassait le matériel, on détraquait les ordinateurs qu'il fallait ensuite passer des heures à réparer. Ici, plus question de se voir faire. On avait le nez dans le guidon, on vivait sans présence à soi, comme des robots qui s'emballent dans une course folle dont tout le monde avait perdu le sens. Mais qui était donc Clara pour que ce contraste lui fasse tant d'effet? C'était bien sa plante qui allait répondre à cette question. Le lendemain, au moment de prendre ses mails,
Clara était fébrile. Jacques avait-il répondu? Elle parcourut avec anxiété la colonne expéditeur de son logiciel de messagerie, et son cœur se mit à battre quand elle vit apparaître, au milieu des innombrables spams dont elle n'arrivait pas à se débarrasser, l'adresse attendue. Jacques. La réponse était concise. Ma chère Clara, qu'est-ce qui te touche dans cette plante? Si tu fais parler ton cœur, ta plante te parlera. Avec toi, Jacques. Clara était maintenant partagée en deux. À peine eut-elle lu la réponse qu'elle regretta presque d'avoir posé la question. Ah non, pas ça. Rien ne l'agaçait plus que de s'entendre dire « Fais parler ton cœur ». Quand ses amis voulaient la faire rager, il savait très bien appuyer sur son aspect très cérébral et cela l'énervait beaucoup. Si elle analysait une situation politique par exemple, il y avait toujours un trublion pour lui lancer. « Quelle froideur! Mais tu n'as pas de cœur, Clara. Tout est dans le cerveau chez toi. » Elle ne comprenait pas comment au XXIe siècle, il pouvait exister des gens feignants d'ignorer que le cœur n'était pas un organe qui pouvait penser, émettre des opinions et réfléchir. Pour elle, chaque personne un peu sensée, ayant écouté ne serait-ce que 10 minutes d'un cours de 5e sur le corps humain, devait savoir que c'est le cerveau qui pense chez l'Homo sapiens. Cette habitude idiote de faire provenir les sentiments du cœur, elle jugeait cela romantique, pour ne pas dire idiot, et cela l'agaçait beaucoup. Sa colère passée, elle reconnut qu'elle ne savait pas comment s'y prendre, et finit par considérer comme probable qu'elle n'ait pas encore tout compris. Ayant épuisé toutes les autres solutions, et ne voulant pas échouer à cette première épreuve qui lui était présentée, elle allait donc tenter la chose. Le soir venu, elle se lança dans l'expérience. Elle fit parler la fleur, et la fleur lui parla. Oh, rien du tout d'extraordinaire en apparence, rien de magique, rien de remarquable, non. Clara se vit dans cette fleur, comme dans un miroir. D'abord ce fut la tige qui capta son attention. Cette tige est si frêle. On a été obligé de lui donner un tuteur pour qu'elle s'élance vers le ciel. Cette tige si molle l'agaça d'abord. Elle lui faisait penser à la mollesse de ses propres engagements. Clara était pleine d'élan, mais renonçait si vite. Comme son orchidée, elle avait besoin d'un solide soutien pour persister dans ses choix. C'était si vrai. Cette tige molle l'énervait toujours, et elle se mit à accuser l'évolution. Quelle injustice que la vie ait fait des fleurs si magnifiques, mais qui ne puissent pas se débrouiller seules. Quelle injustice qu'elle se voie obligée d'être soumise à un tuteur, à un être humain, à un arbre, accroché, arraché. Mais de qui parlait-elle en vérité? Des orchidées? Ou de sa propre horreur de la soumission qui alimentait tout son discours sur la liberté de la femme et qui nourrissait sa vision du féminisme? Clara poursuivait. La vie est dégueulasse d'avoir brisé l'élan de ces fleurs si jolies en leur faisant des tiges qui n'en sont même pas. La rose a bien de la chance, elle, d'avoir du bois bien solide pour la soutenir, et même plein d'épines pour se protéger. Devant l'émotion que contenaient ces mots, elle prit conscience de la révolte qui l'habitait quant à la soumission. Cette révolte lui parut soudain tellement exagérée. C'est sûr, elle ne pouvait pas se donner tellement elle avait peur de se vendre, et toute une gamme de gestes tout simples, de dons d'amour tout simples, lui était aussi étranger. Et puis, il y avait cette fleur unique, si fragile et si déroutante aussi. Elle avait une robe de panthère, dans un corps léger et minuscule. Comme Clara aurait voulu avoir un corps léger et souple, une liane de corps déguisée en panthère. Le soin qu'elle avait apporté à la plante avait eu un effet curieux. La fleur luisait maintenant, comme cirée ou comme... Clara ne parvenait pas à trouver le mot juste. Cette fleur, presque gluante, attirait. Elle était presque aguicheuse, sensuelle, animale. Elle semblait tout faire pour attirer quelques insectes pollinisateurs.
C'était une fleur comme une panthère, qui faisait véritablement envie et peur à la fois. Et même minuscule, elle avait comme une sensualité puissante collée à la peau, et semblait crier à la face du monde sa soif inextinguible de ce qui allait venir sans détour la polliniser. Comme un sexe offrant ses 2 lèvres délicates, elle n'avait pas peur de se faire prendre, et semblait aguicher la création entière pour être sûre d'atteindre son but. Touchée par les mots qui venaient maintenant sans effort, Clara se mit à verser des larmes silencieuses. Tout ce qu'elle disait de cette plante, cela parlait tellement d'elle, de ce qu'elle aimerait être, de ce qu'elle n'était pas, mais de ce qu'elle était aussi. Et il y avait ce label si clair, si pur, comme un oiseau blanc prêt à s'envoler. Cet assemblage improbable de l'animalité la plus chaude avec la légèreté la plus pure de la colombe. Elle laissait parler son cœur, laissait aller les mots, qui touchent parce qu'ils sont si vrais. Derrière son apparence de femme forte et dynamique, elle reconnut le petit cœur d'artichaut qui avait tellement besoin d'amour, de bras, de corps, de chaleur. Et le petit volcan pleureux qui se retenait sans cesse de s'enflammer. Et le petit volcan peureux qui se retenait sans cesse de s'enflammer. Clara fut prise d'une immense tendresse pour la femme qui lui avait choisi cette plante si bavarde. Quelle perception de l'intimité il fallait avoir pour la débusquer à ce point. Elle se sentit fondre d'amour aussi pour Madame Violette, pour Jacques, et pour l'évolution qui avait inventé des drôles de plantes. C'était un éléphant qui s'était levé ce matin, et un petit cœur d'artichaut qui se couchait ce soir, lavé et apaisé par des larmes si longtemps retenues.